Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue à cette session d'information sur Béni TV, la chaîne de ta grâce. Les titres: fin de jeûne de l'Église réveille la Macédoine, un culte spécial organisé pour rendre grâce à l'Éternel. Veillée de prière à la mairesse, un moment intense de prière afin de combattre les œuvres de la malédiction et autres blocages. Actualité africaine, Tunis célèbre la victoire des Sepsi à la présidentielle. Le Sud, quant à lui, dénonce un retour de l'ancien régime. Et les droits de l'homme en Corée du Nord à l'agenda du Conseil de sécurité de l'ONU. Bienvenue sur Béni TV, la chaîne de ta grâce, à cette nouvelle session d'information. Les fidèles de l'église Réveille la Macédoine de la commune de Yopougon à Abidjan ont célébré la fin d'un jeûne de 40 jours avec un culte spécial. Ce jeûne avait pour thème l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie. Irène Bailly nous en dit plus. Durant 40 jours à compter du 12 novembre 2014, l'église évangélique Réveil, temple de la Macédoine, était en jeûne. Après 33 jours de consécration et de privation en nourriture, la dernière semaine a été marquée par une semaine spirituelle afin d'aider le peuple de Dieu à être mieux outillé pour l'année 2015 qui arrive. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que nous avons eu cette recommandation de jeûner et prier. Et nous avons lancé ces 40 jours en obéissant à la parole de Dieu. Et pourquoi ce jeûne? Parce que souvent on dit, est-ce qu'il est possible de jeûner? Pourquoi on jeûne? Et cette question m'a été posée même par les pharisiens qui ont dit, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus a dit, c'est parce que l'époux avec eux. Nous savons que l'époux avec nous, mais le Seigneur aussi a recommandé dans sa parole de jeûner et prier. Il y a des démons qui sortent aussi par le jeûne et la prière. Mais pour nous, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit par rapport à certains besoins, par rapport à ce qu'il veut accomplir. Et c'est pourquoi ce thème, l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Ce dimanche donc, jour de clôture de ce long temps de consécration à l'Éternel, les fidèles ont rendu grâce à Dieu pour les miracles et les prodiges constatés à travers des pas de danse. Pour le pasteur Tawa Kemojison, premier responsable de l'Église, l'accomplissement des promesses de Dieu pour la vie du chrétien sont oui et amen. Seulement, elles sont rattachées à une condition. Au sorti de ce grand moment marqué par une semaine spirituelle très enrichissante en enseignement, les fidèles sont désormais prêts à voir Dieu. On a passé un moment vraiment très merveilleux pendant ces 40 jours. Moi personnellement, j'ai été vraiment très enrichi parce que j'ai découvert vraiment des choses extraordinaires. C'est moi vraiment qui était bénéfique pour toute la Macédoine. Je voudrais remercier le Seigneur d'avoir permis que ce jeûne se passe dans les meilleures conditions. Je voudrais remercier le Seigneur d'avoir permis la délivrance de tous les enfants de la Macédoine. Et c'est au moment de grâce et de grâce, nous les recommandons davantage. Veillée de prière également à la mairesse, la mission évangélique de restauration dirigée par le révérend Amakou Yapo Paul Serge, un moment intense de prière afin de combattre les œuvres de la malédiction et autres blocages. Le révérend Amakou Yapo Paul Serge, président fondateur de la mairesse, mission évangélique La Restauration, a rangé ses fidèles en ordre de bataille ce vendredi 19 décembre 2014. Avec une grande veillée de prière au siège de la mairesse, 6 dans la commune de Cocody, les Deux Plateaux. Un moment véritable de restauration et de combat spirituel pour briser les œuvres du diable, entre autres. Combattre contre ceux qui savent exciter le Léviathan, les méchants qui utilisent les esprits contre leurs victimes. Un moment de prière intense avec un objectif bien déterminé par le révérend Amakou Yapo Paul Serge, principal initiateur de ce programme spécial. Ça fait un bout de temps depuis ce dernier trimestre de l'année que nous traitons les malédictions de famille autour des 4 principaux esprits de la malédiction. L'esprit de sorcellerie, l'esprit de servitude, l'esprit de mort et l'esprit des eaux. Le sous-thème de cette nuit-là, c'est ceux qui savent exciter le Léviathan. Donc le combat contre ceux qui savent exciter le Léviathan. Or, le Léviathan, c'est un esprit des eaux. C'est le dragon de la mer. Et il y a des gens qui savent l'exciter, c'est-à-dire les gens qui savent l'utiliser. Alors, pour savoir utiliser un esprit, il faut être un homme fort. Il faut être quelqu'un qui soit à un niveau
qui atteint un niveau de sorcellerie très élevé pour pouvoir utiliser des esprits. Or, nous sommes en fin d'année et c'est dans cette période-là que les méchants utilisent les esprits contre leurs victimes. Et c'est ce que nous avons développé selon la parole de Dieu, qu'il y a des hommes forts qui utilisent des esprits contre leurs victimes. Et comment il faut prier, quelle est la stratégie en fin d'année où les méchants cherchent à tuer, ils cherchent à détruire. Et nous avons appelé le peuple de Dieu pour leur apprendre comment combattre ceux qui utilisent l'esprit. Le révérend Monkuya Popol Sage, dans son élan de briser les chaînes de la malédiction, à savoir la sorcellerie, et permettre aux fidèles de rentrer dans leur bénédiction, a démontré la puissance de la manifestation du Saint-Esprit en rendant le ministère. Sous l'onction du Saint-Esprit, l'homme de Dieu a libéré les captifs. Ce sont des fidèles très bénis, restaurés et très heureux d'avoir participé à ce moment de prière qui sont retournés chez eux pour s'apprêter pour les prochains défis. Que Dieu vous bénisse. Et nous changeons de registre, nous ouvrons l'actualité africaine avec la Tunisie et fin de suspense en Tunisie. La victoire de Béji Caïd Essebsi a été prononcée. Caïd Essebsi, 88 ans, président du Parlement pendant la dictature de Ben Ali, dévance de plus de 11 points son rival, Monsef Marzouki. Les militants ont exprimé leur joie dans les rues de la capitale. En Tunisie, les partisans de Béji Caïd Essebsi continuent de célébrer leur victoire pendant que des manifestations dénonçaient dans le sud le retour de l'ancien régime. À Tunis, les jeunes qui se sont pourtant massivement abstenus étaient nombreux dans la foule. Les Tunisiens ont le sentiment d'avoir tourné la page d'une longue période d'instabilité. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je suis heureuse, dit cette femme. C'est la joie de l'indépendance et on est sorti de l'impasse. Vous n'avez pas idée à quel point je suis heureuse et je n'ai pas pu dormir depuis hier. La Tunisie libre et indépendante est de retour. Le drapeau de la Tunisie flotte dans le monde entier. Pendant les 3 dernières années, nous avons subi la répression, la privation et le terrorisme. Longue vie à la Tunisie et à Béji. Béji Caïd Essebsi, 88 ans, président du Parlement pendant la dictature de Ben Ali, devance de plus de 11 points son rival Monsef Marzouki. Son parti Nida Tounes compte dans ses rangs des membres de l'ancien régime. Lui s'affiche ouvertement anti-islamiste. La sécurité sur le continent africain est menacée par l'instabilité de la Libye. C'est ce qu'on doit retenir du Forum sur la paix et la sécurité qui a eu lieu à Dakar, la capitale sénégalaise, mi-décembre. Idriss Déby Itno, Ibrahim Boubacar Keïta et Macky Sall ont exhorté les Occidentaux à régler le dossier libyen, extrait de leurs interventions. Il est prévu la réactivation de la force multinationale dans le bassin du lac Tchad, en mettant un accent sur l'échange de renseignements, le contrôle strict de nos frontières et le renforcement de la coopération militaire avec nos partenaires. Pour ce faire, les États africains doivent compter sur leurs propres forces en se dotant des outils de défense et de sécurité à même de faire face à toutes les menaces. De même, nous estimons qu'il faut encourager le dialogue intercommunautaire et interreligieux, gage de tolérance et de cohabitation pacifique. La source, c'est là-bas, le sud libyen là. Il faut que la communauté internationale se convaincre qu'il y a un travail inachevé dont nous sommes les victimes collatérales. C'est simple. Et nous resterons, nous demeurons tant qu'une solution appropriée ne sera pas trouvée à ce guet-pied-là. Il faut redéfinir la doctrine du maintien de la paix. Les menaces à la paix ayant profondément changé de nature, les réponses à ces menaces ne devraient plus être les mêmes. J'ai cité le cas du Mali, Nord-Mali.
face à des groupes puissamment armés qui ambitionnent ni plus ni moins que de s'emparer des États, le maintien de la paix classique sous forme d'interposition après un cessez-le-feu ne peut plus prospérer. Nous devons changer les règles d'engagement de nos forces. Elles sont harcelées à Kidal par des poses de mines au quotidien. Nous devons nous donner les moyens non seulement de défendre nos forces, mais de riposter chaque fois que c'est nécessaire. Et comment vivre avec la menace permanente du groupe islamiste Boko Haram? C'est la question permanente également que les populations de Yola, capitale de l'État d'Adamawa, dans le nord-est du Nigeria, se posent. Jusqu'à présent, épargnée par les attaques de Boko Haram, la ville craint de voir la secte islamiste se rapprocher. Yola, capitale de l'Adamawa dans le nord-est du Nigeria. À une centaine de kilomètres d'ici, les combats ont fait rage entre l'armée nigériane et les insurgés islamistes de Boko Haram. Sur le marché de Djimeta, dans le centre-ville, cet homme au visage caché est le responsable de la milice locale d'autodéfense. Sa mission, surveiller toute activité suspecte. 2 jours plus tôt, Boko Haram a attaqué 2 capitales du nord du pays, tuant plusieurs centaines de personnes. Nous ne sommes pas contents, nous sommes tristes. Chaque fois qu'il y a des attaques ou l'explosion d'une bombe, nous sommes touchés. Et c'est pourquoi nous devons nous réveiller. C'est ce qui nous pousse à être vigilants. Ouvrir les yeux sur ce qu'il se passe. La secte islamiste qui veut établir un califat dans le nord du Nigeria a pris d'assaut de nombreuses villes dans le nord de l'Adamawa avant d'être reconquise par l'armée. Un contexte fragile qui sème la peur à Yola. Les gens dorment avec un œil fermé et l'autre ouvert, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il se passe. En ce moment, quand vous entendez un pneu éclater, les gens commencent à courir. La panique n'est pas seulement due aux violences de Boko Haram. De nombreuses personnes ont perdu toute confiance en l'armée. Oudou Ibrahim a fui son village avec ses 5 femmes et ses 14 enfants quand il a vu l'armée battre en retraite face aux insurgés. Pourquoi parlez-vous des soldats? Ils étaient les premiers à fuir. Nous n'avons plus vraiment confiance, mais s'ils nous rassurent, il n'y aura pas de problème. Ces chasseurs reviennent d'une opération contre Boko Haram, même si leur équipement semble dérisoire par rapport à l'artillerie des insurgés islamistes. Leur aide est reconnue comme précieuse par les autorités. Tous sont prêts à mourir pour sauver leur pays. Nous allons mourir pour le Nigeria. Nous voulons la paix. Nous sommes tous prêts à combattre ces insurgés. Les représentants religieux s'inquiètent aussi de l'avenir. Ils redoutent des actes de vengeance entre chrétiens et musulmans. Une tâche importante nous attend quand les gens vont rentrer chez eux. Nous devons leur prêcher la réconciliation et le vivre ensemble parce qu'il n'est pas possible qu'un chrétien ne puisse pas vivre avec un musulman et qu'un musulman ne puisse pas vivre avec un chrétien au Nigeria, que ce soit dans le nord ou le sud. Nous devons nous mélanger et vivre ensemble. Les violences de Boko Haram ont jeté sur les routes plus d'1 500 000 personnes et près de 13 000 sont mortes depuis le début de l'insurrection en 2009. Et un clin d'œil sur l'économie sur le continent africain avec le Nigeria. La baisse mondiale du coût du baril du pétrole a des répercussions sur l'économie du Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique. Les prévisions ont donc été revues à la baisse pour cette année 2015. Rappelons que le Nigeria tire près de 90% de ses revenus du pétrole. Écoutons à ce sujet les explications du ministre nigérian des Finances. Le gouvernement nigérian, premier producteur de brut en Afrique, tire 70% de ses revenus et près de 90% de ses revenus en devises des exportations de pétrole. Les économistes avaient déjà salué les précédentes mesures spectaculaires prises par le pays pour répondre à la crise, notamment une dévaluation du naira, de nouvelles taxes sur les produits de luxe et la réduction du prix de référence du pétrole utilisé pour les dépenses budgétaires. Nous prévoyons un déficit budgétaire de 755 milliards, soit 0,79% du PIB, et nous gardons l'emprunt intérieur sur une tendance à la baisse.
J'ai déjà mentionné tous les efforts qui ont été faits les années précédentes pour diversifier l'économie. Mais ce budget nous permettra d'approfondir la diversification, de passer à travers une année difficile de 2015 à 2016 et en 2017, nous continuerons les efforts pour explorer d'autres aspects de notre économie en dehors du pétrole. Actualité internationale à présent, la Corée du Nord a été privée d'Internet hier durant 9 heures. La Corée du Nord aurait-elle été victime de représailles? En tout cas, cette gigantesque panne survient seulement quelques jours après les promesses du président américain Barack Obama de représailles américaines à la suite de la cyberattaque massive de Sony. Et la Corée du Sud, quant à elle, renforce sa sécurité informatique pour parer à toute attaque contre ses 4 centrales nucléaires. Séoul est sur la brèche après le vol informatique la semaine dernière des plans et des manuels de 2 de ses réacteurs et la cyberattaque de son voisin, la Corée du Nord. Parer à toute cyberattaque contre ses 4 centrales nucléaires. C'est ce que fait la Corée du Sud en testant la sécurité de ses installations. Séoul sur la brèche après le vol informatique des plans et des manuels de 2 de ses réacteurs. Le hacker a ensuite publié les données sur Twitter. La présidente est furieuse. Les centrales nucléaires sont des installations de très haute sécurité qui affectent directement la sécurité de la population, dit-elle. Un événement grave et inacceptable s'est produit. Il ne devrait pourtant y avoir aucune trace de confusion au plan de la sécurité nationale. Même si pour le ministère de la Défense, le fonctionnement des centrales n'est pas menacé, Séoul entend aller plus loin et veut doter son armée d'une cyberdivision. Objectif, améliorer ses capacités de défense contre le piratage informatique. Les Ukrainiens, quant à eux, ne connaîtront pas de répit en cette fin d'année. Pour ces fêtes de fin d'année de 2014, le cessez-le-feu a une énième fois été violé. Les soldats ukrainiens accusent les rebelles. C'est sûrement une partie de missile ou d'un autre projectile qui a été envoyé ici. Ça n'est probablement pas un mortier. C'est un missile. La position rebelle la plus proche est à 2 km. Ils nous bombardent constamment avec des mortiers. Ils nous tirent dessus avec des mitrailleuses. Ils ne respectent pas la trêve qu'on a signée. Personne ne respecte le cessez-le-feu. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Il n'y a de cessez-le-feu que de notre côté. La Corée du Nord dans le viseur du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ONU, pour la première fois par vote, va se pencher sur les violations des droits de l'homme en Corée du Nord, ce malgré le veto de la Russie et de la Chine. Ce vote survient juste après l'annulation de la sortie de films ayant déplu à Pyongyang. Pour la première fois, le Conseil de sécurité des Nations Unies va se pencher sur les violations des droits de l'homme en Corée du Nord. La décision de faire entrer cette question à l'agenda du Conseil a été prise lors d'un vote, malgré l'opposition de la Chine et de la Russie. Jusqu'ici, les discussions ne concernaient que le programme nucléaire nord-coréen. Ce vote survient juste après l'annulation de la sortie d'un film ayant déplu à Pyongyang. Non content de refuser la liberté d'expression à son propre peuple, le régime nord-coréen semble désormais vouloir supprimer cette liberté fondamentale dans notre pays, a déclaré l'ambassadrice américaine à l'ONU. C'est absurde, mais c'est tout à fait le genre de comportement auquel nous nous attendons d'un régime qui menace de prendre des contre-mesures impitoyables contre les États-Unis à propos d'une comédie hollywoodienne et qui n'hésite pas à enfermer des dizaines de milliers de personnes dans des horribles goulags. La Corée du Nord a été victime pendant quelques heures d'une coupure totale de l'accès à Internet, ce alors que Barack Obama avait promis une réponse proportionnée au piratage informatique subi par Sony Pictures qui a produit le film à l'origine de la discorde. Il s'agit de la cyberattaque la plus grave jamais survenue aux États-Unis. La Corée du Nord est l'un des régimes les plus répressifs de la planète. Et direction à présent la France où la menace terroriste est en hausse. C'est ce qu'a affirmé le procureur de la République de Paris, François Monet. Écoutons un extrait de son intervention.
Je vais bien sûr pas contredire ce qu'a dit le Premier ministre et je dirais que les renseignements de notre possession, effectivement, montrent que effectivement la menace est certainement encore montée d'un cran au vu des derniers événements et de l'implication de différents pays occidentaux dans la zone irako-syrienne. Je pense que c'est évident. Toujours en France, un conducteur a délibérément foncé son véhicule sur une foule sur le marché de Noël de Nantes. C'est le deuxième incident survenu en seulement 24 heures. 10 personnes ont été blessées, dont 5 grièvement. En France, pour la deuxième fois en 24 heures, un conducteur a délibérément lancé son véhicule sur une foule, cette fois-ci sur le marché de Noël de Nantes, faisant 10 blessés, dont 5 graves. L'un d'entre eux se trouve dans un état critique. Comme hier, il s'agirait de l'acte d'un déséquilibré, mais cette fois-ci, le conducteur n'a invoqué aucune revendication religieuse. L'incident s'est produit dans la zone piétonne du centre-ville de Nantes, sur la place royale de la préfecture de Loire-Atlantique, où est installé le marché de Noël. Originaire de Charente-Maritime, l'homme était connu des services de police pour des délits mineurs. Il s'est lui-même porté plusieurs coups de couteau au thorax. La veille, dans le centre-ville de Dijon, un homme ayant de lourds antécédents psychiatriques avait aussi percuté avec son véhicule plusieurs groupes de passants, faisant 13 blessés. Et nous terminons ce journal avec Qatar Airways qui a réceptionné ce lundi à Toulouse le tout premier A350-900, dernier né de l'avionneur européen Airbus, premier Airbus conçu majoritairement à base de fibres de carbone. Ce biréacteur est plus léger que les longs courriers traditionnels et consomme ainsi un quart de moins de kérosène que ces derniers. Qatar Airways a réceptionné ce lundi à Toulouse le tout premier A350-900, dernier né de l'avionneur européen Airbus. Une livraison retardée d'une dizaine de jours pour répondre aux exigences du client en matière de finition. Premier Airbus conçu majoritairement à base de fibres de carbone, ce biréacteur est plus léger que les longs courriers traditionnels et consomme ainsi un quart de moins de kérosène que ces derniers. Il effectuera son premier vol commercial le 15 janvier sur la ligne Doha-Francfort. Au total, le transporteur qatari en a commandé 80 exemplaires. L'aboutissement de 8 ans et 10 milliards d'euros d'investissement pour Airbus, qui pouvait déjà se targuer de 778 commandes fermes fin novembre. La 350 constitue la réponse européenne au 787 Dreamliner de l'américain Boeing, qui a accumulé 1055 commandes depuis son lancement en 2011. Madame, Monsieur, bien-aimés, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête à tous les téléspectateurs. Le programme se poursuit sur la chaîne de Ta Grâce. Que Dieu vous bénisse.